Ah, tu le sais, cousin. À Marseille comme partout en France, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Boulégan! Bello buongiorno in tutti, sia benco de Boulégan sulla rete Radio Zenzina, zai in sensian, zai de Provenza, a me Michel. Addio tutti. Dominique. Bonjour. Ne parleremo tout tard avec notre convidade Dominique. Et també une convidade Juliana. Bon vespre. Bello bonjour. Bello bonjour. Alors, Juliana, t'avais demandé de venir, t'es grand massagien fuesse de ta vengude, per nous parler d'au bachelleira, che lo faut dire, il faut piquer des mains, pour que Juliana... Grand merci. Est une bachelleiris, une bachelleirate? Une bachellerie, ça mention. Ah, mais mention. Dei Michel, so che ne resta d'Hervé o dei Michel? Dei due. E un convidat che volessa Hervé presenta? Eh bien, Dominique Youngblood, ben bon vespre, bonsoir. Bonjour. Qu'arrive tout beau juste des barules à 10, n'en parlerons tout tard. Alors, Dominique est écrivain, tu écrivais, et écrive des un peu crazy les années de 70. Dès que t'es donné tant jeune et l'envie d'écrire, qu'est-ce qui t'a donné si jeune cette envie d'écrire? Le hasard, en fait. Le hasard complètement. On parle d'hasard. Ah oui, oui, oui. Ben, le hasard était très simple. Comme tu le sais, je suis aixois depuis plus de 44 ans et j'étais à l'école Saint-Joseph, Timon David. Ils avaient lancé un concours d'écriture et j'ai concouru à ce concours d'écriture. Voilà, et il s'est trouvé que dans ce concours, pendant les 4 semaines qu'a duré le concours, je me suis systématiquement retrouvé en tête. Voilà. D'accord, dit Beosque. Et da che se passe à cette époque, dès que les dices comme écrivain, d'écrivains sestiens, d'écrivains au monde entier, du Zola, par exemple? Forcément Zola. J'ai beaucoup d'affection pour Zola pour la bonne raison que je suis quelque part un collègue de Bahut, puisque j'étais au lycée Mignet et que lui aussi, qui s'appelait à l'époque le lycée Bourbon, donc nous avons déjà ça en commun, quoi. Donc effectivement Zola beaucoup, mais... Il y avait l'ombre des Zola qui planava. L'assommoir. Oh, il n'y a pas que l'ombre de Zola, il y a même celle de Cézanne. Et perché Faghe toujours dans le même... Ils ont tous passé par ce lycée. Et Rundami, même c'est son garouilla sur la film. Perché Zola, dans un livre, il dépeint un peintre raté et que finalement Cézanne prenne Perret. Un hasard, Non, mais on sait que ni écrivain ni peintre n'est prophète en son pays et que donc régulièrement on doit aller chercher d'une certaine manière la reconnaissance à l'extérieur. Alors dès que les JCS, tu lisais du Zola, tu lisais... Je lisais pas que du Zola, je suis très éclectique en écriture. J'ai été passionné très jeune par Jules Verne, bien sûr. Mais c'était un peu classique, comme tous les enfants, Jules Verne, Dumas, etc. J'ai ensuite dérapé vers des auteurs plus sombres, comme Lovecraft. Qui tu che une passionnat d'historie fantastique di belle, di grosse. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est autant Jules Verne que H.P. Lovecraft sont revenus dans ma vie d'une manière tout à fait originale. Il faut que tu nous racontes ça. Ah bien, c'est très simple, si tu veux. J'ai lu Jules Verne quand j'étais môme. Avec mon métier d'explorateur, j'ai fait des voyages d'extraordinaire. Et quand je suis rentré à la Société de géographie à Paris, je me suis rendu compte, en étant appelé par elle pour devenir membre de la Société de géographie, que Jules Verne en avait été membre aussi. J'ai trouvé ça quand même pas banal. Ah ben oui. L'envie d'écrire vient s'il y a une problématique des galines qui fait l'œuf ou d'eau qui fait la galine. On est ici dans une problématique de poule qui fait l'œuf ou de l'œuf qui fait la poule. C'est l'envie d'écrire donne envie des voyages ou c'est l'envie des voyages qui... C'est la grosse question qu'on m'a souvent posée. Alors, explorateur épris d'écriture ou écrivain épris d'aventure? Donc, en fait, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai toujours pas la réponse. Mais ça, il me pose des douces. Ils ont Voilà. fait des mesclas. Non, disons que le goût de l'écriture, je l'ai effectivement depuis longtemps.
Je suis très attaché, si tu veux, à la région. Je suis très attaché, tu le sais d'ailleurs, que je suis très attaché à la région, je suis très attaché à Aix, et particulièrement à Aix l'ancienne, si je puis dire. Et tu seras surpris prochainement parce qu'il va sortir un roman de gare que tu retrouveras dans tous les TGV, avec un héros qui est un peu complètement atypique, on va dire. Hein. Et l'intrigue se passe au musée Granet. Ah, d'accord. Donc, c'est dans ce roman, je fais littéralement faire à mon héros le tour d'Aix-en-Provence dans une enquête d'archéologie mystérieuse. Une main de Da Vinci Code Sestian. Tout à fait. Veis que comprenes pues ben la lenga. E aqui podem dire, bon, les viatges, mais veis tu as amour de ton pays, l'amour des ailes, l'amour des provinces, tu as l'amour de cette région, de ce pays. Mais parce que souvent, si tu veux, nous autres on dit, mais votre qui est journaliste, n'avez pas un budget d'en avoir qu'au 40 d'autres. Mais tu coïncides cette ouverture sur le monde et cet amour de la région? Parce qu'aquí, c'est tombé un grand barulaire, mais pour nous parler de ça concrètement, mais comment je te dirais déjà que ce n'est pas incompatible. La Sainte-Victoire n'est-elle pas connue mondialement? Oui, c'est vrai. Donc, c'est déjà pas incompatible. Maintenant, comment arriver à allier le pays avec le monde entier? Déjà, le monde entier, je le visite pour mon travail, donc je suis un peu obligé de le faire. Mais Aix, sa région et la Provence en général, je étends la Provence d'ailleurs jusqu'à la Haute-Provence, sont des endroits où j'aime bien me ressourcer, me retrouver, c'est mon enfance. Hein. Donc je veux dire, pour moi, il n'est pas question, il ne sera jamais question que j'aille habiter à New York. Per l'archéologie, ça y est un peu mon ben plaça. Ah, mais nostri escrivains doc, Mantunenko, sont des gens qui étaient barulades par le monde. Agate un peu le Jean-Pierre Belmont, par exemple, qui fait les émissions de télévision des Vaki. Roland Pécou, qui est son portulan, est toujours mon livre des. Ça y est pas comment dire, un provençal, au livre de chevet. Personne Paya, un livre Personne Paya. D'autres qui ont écrit dans des journaux mondialement connus issus comme Kodaki, voulaient parler de Thierry Soffre, des chroniques, des par le monde, des comprenaisons du monde. Les écrivains voyageurs sont légion finalement dans le régionalisme. Voilà. Ouais. Là, déjà, on ne peut pas dire, pour prendre simplement Frédéric Mistral, que c'était pas quelqu'un qui bougeait. Hein, ouais. C'est quelqu'un qui était toujours en déplacement. Est-ce qu'il y a aucun qui voulait faire ça? On verra. Et l'amour de l'archéologie a un lien entre monde, par exemple? Un lien avec le site archéologique d'Entremont ou... Je l'ai visité comme tout le monde quand j'étais jeune, mais oui. c'est pas forcément Entremont qui m'a intéressé, qui m'a accroché à l'archéologie quand j'étais enfant. C'est des ruines qui sont pas forcément aussi anciennes, mais qui sont très connues à Aix, comme la tour de César. Wow. Qui vont la Carrier, oui, parce que si tu veux, quand tu es petit, tu as une imagination qui est débordante et déjà utiliser le mot de César, ça projette des images extraordinaires. Et quand on te parle de la Sainte Victoire, c'est pareil, tu vois une grande bataille, c'est-à-dire que enfant, tu ne peux pas voir ces lieux autrement qu'en présence des personnages. Donc tu te fais toute une histoire, tu te brodes tout un paysage. Fantasmagorie. Ouais. Tout à fait. Et un simple monument, une petite ruine sans intérêt devient immédiatement pour toi d'un intérêt archéologique incroyable. Et justement, la carrière, il y a cada cosa qui y va à quoi parce que trobi que son avenir est moins assuré. Son avenir, je trouve qu'elle est dans un piteux état. J'imagine qu'en tant qu'amoureux de cette victoire, tu dois voir aussi cette dégradation. Tout à fait. Mais j'aimerais bien lutter. J'attends une grande nouvelle. Je ne sais pas si je peux encore l'annoncer aujourd'hui. Non. Si, c'est quelque chose d'extrêmement important.
on va dire que je vais mettre ça sous réserve, tant que, évidemment, tout ne s'est pas confirmé. Mais comme tu le sais, en tant qu'archéologue, j'ai retrouvé une cité dans le sud de l'Espagne. Ouais. Et je vais récupérer bien prochainement des subsides du gouvernement espagnol, en quelque sorte, pour me récompenser de cette découverte. Alors, ce qui était préparé de nous parler d'aquesta ciutat esconduda que has sorti de terre, fin final, avant, te préparé d'escutar museu de musique et puis parlarem de ce que has trobat au Costa Crazy de Séville. Si a toujours encore des Radio Zenzine, programme Boulégan, et si a toujours l'ami Dominique Youngblood qui vient nous parler de sa découverte, la découverte de la ciutat perdue, valent de dire Tartessos Crazy. Tartessos, tout à fait. Proche de Séville. Alors parle-nous un peu de cette ciutat. Parle-nous de cette ville perdue. Ah ben, si tu veux, cette Tartessos est plus connue dans la Bible sous le nom de Tarsis. Tarsis, c'est la seule cité de toute la Méditerranée qui est citée dans la Bible. De que vous dire Tarsis Tarsis, c'est le royaume de Tar. Ouais. C'était un... Alors, qui est Tar? J'en sais rien. Est-ce que c'est une région à l'époque? Il faut remonter à plus de 7000 ans. À l'époque de l'Empire romain. À l'époque de l'Empire romain, donc même pas avant Jésus-Christ, à l'époque de la naissance de l'Empire romain, avant de pouvoir situer véritablement son histoire. Elle plonge très profondément dans le néolithique, si tu veux. Elle est probablement issue, en fait, d'une civilisation mégalithique qui a émergé dans le sud de l'Espagne. Et pourquoi disparaissait? Pourquoi elle a disparu? Eh bien, elle a disparu parce qu'en fait, si tu veux, la cité de Tartessos était alliée. C'était une très grande cité, État très riche. Quand de monde restava à Tartessos? Combien d'habitants 20 000 âmes, on estime à 20 000 âmes. On estime à 20 000 âmes. Ceci dit, ce qui est extraordinaire, c'est que les recherches que nous avons faites, notamment au magnétomètre, qui nous a permis donc de faire une sorte de scanner du sol, qui nous a permis, un peu comme le rayon X, tu vois. Magnétomètre, Kazako. Le magnétomètre est un instrument de mesure qui envoie des ondes électromagnétiques dans le sol et qui récupère ces ondes à l'intérieur d'enregistreurs. Et tu peux ainsi, un peu comme un sonar ou un radar, reproduire une image du lieu sur lequel tu t'es déplacé. Tu donnes une main des 3D. Ah non, c'est pas du 3D. C'est littéralement, tu obtiens, on va dégrossir un petit peu, le même effet que tu aurais si tu passais une radiographie. D'accord. Voilà, donc, mais à l'échelle... Juste une question. 72 km. Suzako, cours c'est dessiné à 72 km comme à quoi, dès que fa dans nos corps, dans les yeux, dans la tête, c'est merveilleux. Ça fait quoi comme émotion de voir se dessiner? Ouais, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que j'ai mis 4 ans pour mettre la main dessus. Que je me suis quand même fait aider. Mais quand tu deviens sûr de ça, même si tu as eu, quand tu as la preuve. Quand j'ai la preuve, elle va être plus que preuve, puisque en début septembre, il va y avoir l'inauguration de cette cité. Oui, ce qui m'intéresse, c'est à toi, le sentiment quand toi mon sentiment personnel, il est très vite. Là, quand j'ai eu la confirmation que c'était Tartessos, l'émotion et la pensée que j'ai eue, c'est pas une pensée personnelle. J'ai pensé immédiatement à Heinrich Schliemann retrouvant Troie. Et je me suis dit, c'est incroyable l'émotion qu'on peut avoir, d'autant plus que j'étais avec mon équipe d'archéologues, si tu veux, de mon équipe, et que j'ai des gars qui sont des gaillards, qui se sont mis à pleurer comme des enfants parce qu'ils n'imaginaient pas, ils étaient envahis par l'émotion. C'est énorme. Surtout là, quand la découverte a permis de voir que cette cité était colossale, en taille, en surface, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Combien de kilomètres vous lirez sur la surface complète des marais de Oionos, elle représente 72 km². Je ne sais pas combien fait Aix-en-Provence en surface, mais je peux te dire que ça fait quelque chose de particulièrement respectable. Même surprenant pour l'époque. Il faut quand même se dire que Tartessos, au fait de sa gloire, c'est-à-dire légèrement un peu avant l'Empire romain, avant la naissance de l'Empire romain. Tartessos est un nom grec, crazy. Phénicien. Tartessos est un nom phénicien.
Mais en fait, elle a subi plusieurs influences. Elle a subi l'influence égyptienne, elle a subi l'influence des Phéniciens. Et c'était en plus une cité, j'allais dire, qui est tout à fait à propos dans cette émission, puisqu'elle avait des liens d'amitié très forts avec les Phocéens. Avec Marcy. Ah ben oui, Alors Fugaro en Liga, mais Marseille. elle était extrêmement alliée. Elle a fait beaucoup de choses. Il y avait des rapports, notamment avec l'un des rois fondateurs, Habib, le fils d'Argonis de Tartessos, qu'on retrouve d'ailleurs. Il figure d'ailleurs dans l'Odyssée, ce qui est extraordinaire. Ils l'ont projeté là-dedans. Parce que c'est lui qui est considéré comme l'inventeur de l'agriculture. C'est assez extraordinaire. Et Tartessos avait véritablement de gros liens d'amitié avec les Phocéens, au point d'ailleurs de développer leur flotte. Je veux dire, pas du tout dans un lien de contrepartie. Tartessos, tout que la mer, ça touche dans la mer. Ah, complètement, c'est marin. Tartessos à l'époque, maintenant, c'est une cité qui s'est retrouvée avec le temps à 18 km à l'intérieur des terres, puisque le Guadalquivir, c'est complètement, à défaut d'entretien, quand la cité a disparu, c'est complètement ensablé. Donc, il y a des gens comme Adolphe Schulten ou Hélène Wichaud, qui sont tous les deux archéologues, hommes et femmes, dont Adolphe Schulten qui a cherché Tartessos pendant plus de 50 ans sans mettre la main dessus. Il l'a cherché en bordure de mer alors qu'elle était à plus de 18 km à l'intérieur des terres. Donc il ne pouvait pas mettre la main dessus. Nous, ça a été très simple. J'ai travaillé avec un Espagnol qui s'appelle Georgios Diaz Montaxano. Je crois que c'est un archéologue au moins aussi original que moi. Et nous avons décidé de mettre en coupe réglée toute l'Espagne, particulièrement toute l'Andalousie, pour passer carré par carré pour la retrouver, cette cité. On est parti en 4 ans de l'idée que ou Tartessos existait ou c'était véritablement une légende. Ceci dit, on avait quand même des choses qui nous étonnaient. Ça nous paraissait impossible qu'une légende puisse être inscrite dans la Bible. Puisque c'était la pourvoyeuse d'armes, de navires, d'or et d'argent. Il y avait des mines d'or, il y avait des mines d'argent à proximité de la cité. C'était les champions du bronze. Ils allaient même chercher l'étain en Angleterre à cette époque-là. Donc, c'est-à-dire ils franchissaient largement l'océan Atlantique bien avant les premiers navigateurs méditerranéens. Et Tartessos, le royaume de Tartessos, était en fait un royaume qui touchait à la fois l'océan Atlantique et la Méditerranée. Sur un de ses côtés, il touchait la Méditerranée. Donc, c'était en fait le premier vrai empire et la première vraie civilisation occidentale. Et Astruba parlava d'or, parlava d'argent. Astruba d'aquesta riquesa d'Astruba d'intera cerca. Ah ben, quand on a partagé nos recherches, Georgios a fait ses propres recherches sur un petit village au nom assez comique d'ailleurs, il s'appelle Carambole. Et ce fut d'ailleurs un gros carambolage d'ailleurs, puisque en fait c'est sur ce village qu'on a trouvé un char cultuel constitué de 750 kg d'or massif. Purée. Non. On peut avoir 10% pour les besoins de l'émission. C'est ce qu'il a touché. Et c'est poudre veille tout à coup, on pourra le voir dans... Ah, complètement, mais il est même dans... depuis le musée de Huelva, l'université de Huelva ont mis en place à l'intérieur du musée de Huelva, d'ailleurs, il y a le char, il est exposé. D'accord. Il est évidemment, comme tu l'as compris, super protégé, mais il est exposé. Ils ont trouvé bien sûr des tas de bijoux, des tas de parures de femmes et tout. Il a eu plus de chance que moi. Moi, j'ai trouvé des arcs, des flèches. Un peu comme à Pompéi ou Maïkako. Alors, non, là, ce qui a été trouvé à Carambole était relativement brisé et je pense que le char a été en fait enterré à la hâte parce que il y a eu les invasions carthaginoises et que les Carthaginois n'étaient pas des gens très sympas. Ils étaient en guerre permanente avec Marseille. Et ils étaient... Carthago delenda est. Et en plus, ils ont voulu faire payer très cher à Tartessos lorsqu'il y a eu un moment d'incertitude au niveau du pouvoir à l'intérieur de Tartessos. Ils ont profité de ce déséquilibre et des luttes intestines pour attaquer la ville et tenter de l'assaillir et de la détruire. Ça bien à peu près une cunanada, quoi. À cette époque-là? Ouais. La cité a été détruite il y a environ 3500 ans. 3500 ans. Enfin, elle a été détruite, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas par les Carthaginois, mais en fait par un séisme
qui s'est situé, dont l'épicentre s'est situé sous le plateau, sous le plateau où se trouvait la cité. Pas Gudastre. Ils n'ont pas eu de chance. Ah, pas du tout. Et donc l'intégralité du plateau s'est effondrée à l'intérieur du limon du fleuve. Le fleuve a modifié son cours, mais en même temps, les courants d'eau souterrains au sable ont fait un effet d'aspiration, quoi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que la légende de l'Atlantide viendrait en fait de cette ville qui n'a pas été envahie par l'eau, mais aspirée par du sable. À ce fois, ça travaille à ce Atlantide. Ah oui, tout à fait. Tu as beaucoup travaillé. Et je continue. Pour moi, je n'ai pas fini encore. Hein. Et tu penses qu'il y a véritablement ce lien, ou quelle est ta conviction à toi? Par rapport à Tartessos, oui. Ma conviction personnelle, oui. Elle est très floue. Honnêtement, je pense que le royaume de Tarse ne pouvait pas être aussi développé qu'il l'était sans avoir eu une aide extérieure. Il a inventé, avant tout le monde, le gouvernail, les voiles orientables, et les techniques de construction de navires sont bien trop avancées par rapport à toutes les civilisations qui existaient dans le bassin méditerranéen à la même époque. De plus, ils avaient des protections. Les cavaliers, par exemple, avaient des protections, une cotte de mailles 4000 ans avant le Moyen-Âge. Et ça, c'est inexplicable. On a fait des tests dessus. L'Astruba, tout à coup, côte de maille, Batteo, Nenastruba, des Sokédies, tu as trouvé oui, tout à fait. Non seulement, c'est-à-dire, pendant que lui trouvait, oui, tout à fait, complètement. Pendant que lui trouvait un char de 750 kg en or, moi je trouvais 350 grammes de côte de maille, valeur marchande zéro, valeur historique énorme. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est la constitution de la côte de maille. Elle est impénétrable. On l'a reconstituée parce qu'en fait, ce n'est jamais que des petits anneaux de fer, mais c'est complètement différent de la côte de maille faite de fils tissés, j'allais dire de fils de fer tissés. Là, c'est carrément des petits, comme des écailles de poisson, si tu veux, qui sont associées entre elles. Mais la manière dont ils ont été constitués, associés et liés entre eux, on a essayé de la percer en reconstituant une côte de maille avec des arcs de compétition. On n'a pas réussi à la traverser. Pour arriver à traverser la côte de maille, il faut être pratiquement au corps à corps, ce qui est impensable à l'époque antique. Il était impossible qu'un archer puisse tirer de plus de 2 flèches en corps à corps. Donc, aucun couteau ne pouvait pénétrer cette côte de maille, sauf avec un mouvement ascendant par le bas. Ce qui, encore une fois, c'est-à-dire que ces cavaliers étaient quasi immortels face à des armes conventionnelles lancées contre des troupes organisées en face. Ils auraient été briefés en quelque sorte sur l'armement par une civilisation extérieure et possible. Ça me paraît plus avancée. Ça me paraît trop avancé techniquement pour l'époque. Il y a un décadrage énorme entre Tartessos et le reste des cités de la Méditerranée. Si a toujours un des Radio Zenzine, programme Boulegan, avec les animateurs, Gironi, Michel et Hervé, naturellement, et puis notre convidade Juliana, et puis notre convidade Dominique Youngblood, qui nous parlava tout tard de Tartessos, la ciutat escondue dans le sud de l'Espagne. Tartessos, la ville cachée que tu as fait renaître avec un travail en collaboration avec des archéologues espagnols que tu as fait renaître dans le sud de l'Espagne. Et ce qui m'agradaría, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de comment va se populariser, comment va être présentée cette découverte. Donc comment va se populariser cette découverte? Comment va travailler le gouvernement de l'État espagnol là-dessus? Alors, bon, si tu veux, on va essayer de faire bref. Non, mais surtout, c'est très simple, si tu veux. Bon, pour faire très bref, à la mi-septembre, il va y avoir donc une inauguration, homologation. Il y aura bien sûr la présence de toute une série de personnalités. Ça va bien sûr faire la couverture des médias, et je pense que je ne vais pas pouvoir éviter la télé française. Déjà, je ne pourrais pas éviter la télé espagnole. Derrière tout ça, à partir du mois de septembre. À partir de la mi-septembre, oui. Et quand faudra des temps, combien de temps il faudra pour sortir tout ça? Ils estiment que pour dégager la cité, il faudra à peu près un quart de siècle. Un quart de siècle. Voilà. Ensuite, pour l'exploiter, le principe sera le même que Pompéi. Vas-y, une statue après. Tu vas avoir une stèle. Surtout pas. Je refuse ça. Je suis anti recherche de popularité de ce côté-là.
Je voudrais surtout pas finir en nom de rue ou de bahut, quoi. Donc, non, surtout pas. Je pense que le plus important pour moi est que ce rayonnement revienne vers Aix-en-Provence. Tu sais que je chéris cette ville depuis que je suis gamin. Et pour moi, Aix-en-Provence a toujours été un phare. Sur le plan intellectuel, sur le plan du tourisme, sur le plan des valeurs. Et l'Aix-en-Provence de mon enfance, c'est la Provence en carte postale. D'accord. Donc pour moi, je tiens absolument à ce que Aix puisse bénéficier de ce rayonnement, j'allais dire pour se ressourcer. Elle en a grand besoin aujourd'hui.